Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve après quasiment plus d'une semaine d'absence. Je suis vraiment très désolée. J'ai eu beaucoup de problèmes perso, on va pas se mentir, donc ça a été assez compliqué pour moi de vous tourner des points lecture en l'occurrence, parce que c'est le principal truc que vous allez avoir ces prochaines semaines. Et donc voilà, donc il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, du coup j'ai pas mal de vidéos à rattraper, donc étant donné que je suis en vacances, la semaine qui arrive vous allez avoir 2 vidéos. Si c'est pas beau. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, on se retrouve pour un point lecture. On est sur l'avant-dernier point lecture du mois de décembre. Il m'en restera qu'un seul et ensuite j'aurai fini. Donc voilà, je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on ne blablate pas plus. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 livres. Dans un premier temps, on parlera du tome 1 du Clan des Nocturnes Jacob de Jacqueline Frank chez Milady. Et dans un second temps, on parlera de Fae Legacy de J.K. Grass, Pour que l'un vive, l'autre doit périr, en auto-édition, et c'est un one-shot. Alors du coup, nous commençons avec Le Clan des Nocturnes de Jacqueline Frank. On est pour moi sur une relecture. J'ai lu cette saga, alors j'ai les 2 premiers tomes, et d'ailleurs j'ai lu le tome 2, je viens de le finir là, fin de semaine. J'avais déjà lu les 2 premiers tomes de cette saga il y a maintenant peut-être 3 ans, voire 4, franchement. On est sur de la bitlit, alors c'est une bitlit qui remonte un petit peu, je crois que ça a été publié en 2010 ou quelque chose comme ça. On va être sur un univers où vivent les Nocturnes, les fameux, donc ils sont composés de démons, de lycanthropes, de vampires, et il y a d'autres créatures aussi, bref, je les ai pas tout à fait en tête. En plus, on nous fait pas d'espèce de généalogie ou quoi, donc en fait, on les retrouve absolument jamais. Nous, on va suivre à chaque fois des hommes démons. Là, en l'occurrence, on va suivre Jacob. Jacob, c'est l'exécuteur du royaume démon. En fait, les démons peuvent être attirés par des humains de manière irrépressible, sauf que le problème est que si jamais il y a copulation, appelons ça comme ça, entre humains et démons, les humains mourraient, et donc c'est une manière de protéger les humains. Et donc Jacob est chargé de protéger les humains et donc de rattraper, de punir les démons qui se laissent aller à leurs pulsions, parce qu'il y a certaines périodes de l'année qui sont plus compliquées pour eux, un peu comme des chaleurs, etc. Et ils ont un peu plus de mal à résister à leurs pulsions, mais également de tuer les démons qui sont devenus des bêtes. En fait, il y a une menace qui plane au-dessus des démons, c'est des nécromanciens, c'est des humains qui en fait vont invoquer des démons, et cette invocation annihile complètement tous les aspects humains, on va dire, des démons, et donc ils se retrouvent complètement sous forme de bêtes, en fait, vraiment les démons qu'on a dans l'imaginaire collectif, un peu une gargouille. Et le rôle de l'exécuteur, une fois qu'ils ont été chopés en fait dans un pentacle, le rôle de l'exécuteur, c'est de les buter parce que tout simplement ils sont beaucoup trop dangereux. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est pendant ses fonctions d'exécuteur que Jacob va rencontrer Isabella. Isabella va tomber sur un démon transformé, et c'est Isabella qui va le tuer, chose absolument exceptionnelle parce que Isabella est une humaine. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Dans tout le roman, Isabella se fait appeler Bella et son mec c'est Jacob. Je sais pas si c'est, parce que c'est sorti après Twilight, donc je sais pas si c'est une petite pique de l'autrice en mode, bah du coup je les remets ensemble parce qu'elle préférait Jacob et Bella, je n'en sais rien. Mais en tout cas ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup clairement dans toute la saga c'est Jacob et Bella. Donc Jacob va se demander qui est cette humaine qui parvient à buter déjà un démon transformé. Et deuxièmement, qui est cette humaine qui a réussi également à blesser un autre démon dans la bataille en fait, on va dire. Donc ils vont décider de la ramener dans leur monde, on va dire, enfin leur monde, dans leur royaume, et d'essayer de comprendre pourquoi Bella est comme ça. Et Bella de son côté elle est bibliothécaire de métier, donc elle va essayer de chercher à comprendre pourquoi elle est comme ça dans les archives, et ils vont finalement se rendre compte de quelque chose. Bella n'est pas une humaine normale, Bella a du sang druidique, sachant que les druides sont une espèce que les démons ont éradiquée au cours d'une guerre. Et en fait, il se trouve que les druides et les démons sont liés par le destin. Les druides et les démons sont des âmes sœurs. Et on va très vite se rendre compte que si Jacob a rencontré Bella, ce n'est pas pour rien, et donc il va se développer une romance avec son lot de péripéties au milieu. Bref, je vous ai fait très court comme résumé, mais c'est vrai que ce tome-là se focalise pas énormément sur l'univers, il y en a beaucoup plus dans le tome 2.
Donc c'est vrai que le résumé, à part vous parler du fait qu'il il ken, vraiment, je peux pas vous dire grand chose. Et malgré ça, j'aime beaucoup cette saga. Même si dans ce tome-là, on en apprend que très peu sur l'univers, ça reste quand même très intéressant. On va être vraiment sur un mélange entre mythologie et biblique. En fait, tous les noms des démons sont tirés de la Bible. Donc on a Jacob, on a Noah, on a Elijah. Ils ont des noms bibliques, ce qui est assez ironique et ça donne aussi un côté très humain, enfin un aspect beaucoup plus humain aux démons, parce que vraiment, nous, on pense démons, on pense à Satan, Belzébuth, enfin voilà. Et là, ils ont des prénoms bibliques, en fait, tout simplement, parce que je crois qu'il y a une histoire où la Bible des humains qui, eux, les diabolisent, bah, c'est un peu pas un livre sacré, mais c'est un livre que eux-mêmes ont écrit, et enfin voilà, il y a une histoire comme ça. J'ai beaucoup aimé ce mélange vraiment Bible, mythologie, etc. Alors je m'y connais très peu, je n'ai pas fait de catéchisme, je n'ai jamais lu la Bible de ma vie, d'ailleurs il faudrait, parce que c'est vraiment une très grosse erreur, que de ne pas avoir lu au moins un des 3 textes, franchement. Mais bref, j'ai beaucoup aimé du coup cette espèce de mixité qu'il y a entre les deux. J'ai beaucoup aimé aussi, alors on le développe beaucoup moins dans ce tome-là que dans le tome d'après, mais tout l'aspect autour des nocturnes, vraiment le tome 2, on voit beaucoup mieux les autres nocturnes, mais on commence à en apprendre plus. On en apprend aussi beaucoup sur les coutumes des démons, sur leur manière de faire de la politique. Par exemple, le roi n'est pas élu, enfin le roi n'est pas héréditaire, il est élu, il est choisi pour régner, mais il reste le roi quand même. Enfin voilà, il y a un conseil, il y a des anciens, enfin vraiment c'est très intéressant. Et les démons en plus de ça ont des pouvoirs. Vous avez les démons, Jacob est un démon de terre, vous avez Elijah c'est le vent, vous avez Noah c'est le feu, vous avez les démons de matière, vous avez les démons de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais d'esprit, voilà, démons d'esprit. Et c'est hyper intéressant parce que du coup ça donne lieu à plein de découvertes pour nous et pour les démons aussi, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, c'est Bella qui va un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et permettre de découvrir plein de choses autour du monde des démons. Il y a aussi un truc qu'il faut reconnaître, c'est que pour de la Beat Lit, on est sur un univers hyper original. Oui, il y a des vampires et des loups-garous, mais en attendant, la saga se focus sur des démons. Il faut savoir que le genre de la Beat Lit, c'est vraiment très condensé sur démons, vampires et loups-garous. Et là, le fait qu'ils soient... Alors, on va les voir après, on apprend qu'en fait, on les voit après, tout simplement. Mais le fait que là, ce soit vraiment focus démon et qu'en fait, ce soit que des personnages secondaires au cours de l'histoire, c'est vraiment hyper intéressant. De ce que j'ai compris, le tome 3 et le tome 4, très certainement, oui. Tome 3 et 4, il y a Vampire et Loup-garou, donc c'est encore un peu plus intéressant. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on est vraiment focus sur les démons et c'est quand même beaucoup plus intéressant et très original, en plus de ça, pardon. En termes de personnages, on va suivre nous le couple de Jacob et Bella, les fameux, voilà, très clairement inspirés de Twilight, pardon, je pense. J'aime beaucoup leur relation, elle est très mimi, alors elle se développe autour d'un concept d'âme sœur, mais il y a quand même un truc de... Je sais pas comment dire, mais c'est quand même, on sent quand même que l'amour est là au-delà des âmes sœurs et que c'est pas forcément quelque chose de forcé pour eux, etc. Après, je trouve que dans ce tome-là, par rapport au tome suivant, on voit beaucoup moins développer l'amour entre les deux au final. Et l'amour entre les deux sera beaucoup mieux développé au tome 2, même si on les voit, le tome 2 n'est pas sur eux, mais on les voit de temps en temps. Mais ça reste quand même très mignon dans leur romance, etc. Ils apprennent un peu à se découvrir l'un l'autre. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est juste qu'ils soient pas développés indépendamment l'un l'autre. Parce qu'au final, avant qu'ils se rencontrent, il y a genre 10 pages, et après ils se rencontrent. Donc comment dire que bon, ils sont pas vraiment indépendants l'un l'autre, c'est un petit peu dommage, mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Et voilà, comme je l'ai dit, ils sont très dépendants l'un de l'autre en termes de développement de personnages, donc c'est assez compliqué, mais le tome 2, étant donné que je viens de le lire, c'est très frais dans ma tête. Dans le tome 2, ils se développent beaucoup plus l'un de l'autre. Alors Bella a quand même un caractère très marqué, et Jacob a tendance à subir son caractère, mais il n'empêche que... ça reste quand même... Enfin, les deux personnages se développent en une espèce de symbiose assez bizarre. C'est plus intéressant parce que dans le tome 2, il y a un moment donné où Bella ne peut plus être là, enfin, on entend parler de Bella, mais elle ne peut plus être là, pour parler en gros. Donc c'est assez intéressant parce que du coup on a Jacob de son côté et après on va avoir Bella parce que du coup on va suivre une des amies de Bella, enfin bref. Je vous expliquerai beaucoup mieux au tome 2, mais en gros le tome 2 permet beaucoup plus de découvrir ces personnages-là indépendamment. Et je trouve ça quand même dommage. Après, il faut se rappeler que c'est un tome introductif, pardon, d'une chose, et de deux, c'est un des premiers qui existent en Beat Lit, donc on peut peut-être pardonner ça dans un sens aussi. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Alors, il y en a très peu, ce qui est une chose que j'adore parce que ça permet un développement de personnages très intéressant. Magdalena, vraiment trop
bien. Je vous disais dans la vie que j'avais hâte du tome 2, mais depuis je l'ai lu, et vraiment j'adore le tome 2, plus que celui-là, clairement. Le tome 2, c'est une petite pépite, je vous en reparle très très vite, mais dedans, le personnage principal, c'est Magdalena. Elle est d'une douceur incroyable, elle est d'une compréhension incroyable. Après, il faut dire qu'elle est en pâte, donc ça aide aussi. Mais elle est d'une douceur, elle est d'une compréhension, elle va aider Bella alors que Bella comprend rien à ce qui lui arrive. Elle débarque, on lui dit il y a des démons, voilà, débrouille-toi avec l'information. Et surtout, on lui dit tu as des pouvoirs. Elle est là en mode non, c'est pas possible. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Elijah. Elijah est un très grand ami de Jacob et il est très, comment on pourrait dire, piquant en fait. Il adore envoyer des pics et il m'a fait mourir de rire à plusieurs moments du tome. D'ailleurs, le tome 3 est sur lui, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3, je peux vous le dire. Et je me suis noté aussi Noah, qui est un personnage qui reste très énigmatique et qui est beaucoup plus développé dans la suite de la saga. D'ailleurs, il y aura un tome sur lui. Et j'ai bien envie quand même de le découvrir. C'est le dernier tome, c'est un petit peu dommage. Là, pour le coup, ça a beau être des tomes compagnons, lire dans l'ordre, c'est quand même pas mal. Parce qu'il y a quand même une intrigue avec les nécromanciens qui planent au-dessus de tout le monde. Donc c'est quand même pas mal de dire dans l'ordre. Donc je peux pas enchaîner avec celui de Noah, c'est quand même le dernier, c'est quand même pas ouf. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce personnage parce qu'il a un côté très mystérieux et on se rend compte en fait que ça cache vraiment des blessures profondes. Donc j'ai hâte d'avoir son point de vue. Chose que je n'ai pas précisé, c'est un livre à la troisième personne, donc on peut avoir à la fois le point de vue de Jacob, on a le point de vue de Noah en tant qu'ami de Jacob qui réagit en mode oula, qu'est-ce qui se passe, il a jamais été comme ça, machin, et on a le point de vue d'Isabella. Alors, beaucoup disent que la troisième personne ça les dérange. Je n'ai pas été dérangée pour un sou, parce que la troisième personne ne m'a jamais dérangée. Je n'ai même pas senti la différence, c'est en fait en écrivant la vie, je me suis fait une espèce de rétrospective, je me suis dit ah ouais, c'est à la troisième personne en fait. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a des switches de point de vue. Et ça passe un peu inaperçu et c'est hyper bien construit et ça permet de vraiment voir tous les aspects de la société démon. Donc c'était quand même vraiment bien fait. En termes d'intrigue pure et dure, on a vraiment deux gros événements majeurs, on va dire, au sein du roman qui amènent un peu de stress et de la péripétie vraiment pure et dure. Le reste, ça va vraiment être beaucoup plus profond que ça. Ça va être vraiment les conflits un petit peu politiques parce qu'en gros, l'histoire des démons va être remise en cause du début. Parce qu'ils vont découvrir en fait que les druides ne sont pas un peuple qui leur sont opposés, mais plutôt un peuple complémentaire et qu'ils ont peut-être éradiqué la seule chance qu'ils ont d'avoir des âmes sœurs. Donc c'est quand même pas mal en tant que société à découvrir au bout de je sais plus combien de siècles. Donc il y a vraiment deux highlights, on va dire, au milieu du roman où vraiment on vit la pression, on se dit oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer. Le reste, c'est quand même vachement des enjeux politiques et des enjeux sociétaux, pardon. C'est vraiment beaucoup plus, mon dieu, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait, la guerre et tout ça, c'est plus profond que ça. Ça reste quand même du coup assez introductif parce que comme je vous l'ai dit, ben voilà, c'est juste de l'histoire de la guerre, de l'histoire des démons, et encore on en apprend beaucoup plus au tome 2. Alors je tiens à rassurer du coup sur l'ensemble de la saga, le tome 2 n'est plus du tout introductif et au contraire on en apprend beaucoup plus, enfin déjà on en apprend plus et il y a beaucoup plus de péripéties dans le tome 2. Voilà, c'est plus intéressant dans le tome 2 que là si vous voulez vraiment de l'action, on va dire. Mais l'action permet de découvrir des choses, déjà de une, donc ça c'était super intéressant, et l'action permet de deux, de renforcer les relations romantiques. Donc en fait vraiment, on se concentre pas trop sur les relations romantiques, et à la fois l'intrigue en amène. C'est vraiment des livres hyper bien construits, je trouve, parce que du coup ça permet d'avoir un juste équilibre. Vous avez pas une intrigue, enfin une péripétie à chaque page, c'est vraiment une péripétie, puis après il se refocus sur le fait que l'histoire est en train de changer et sur la relation entre les deux. Une autre péripétie, et puis ça revient. C'est assez cyclique, mais du coup c'est assez intéressant parce que du coup ça vous donne un petit peu de tout. Moi je lis de la bitlite pour ça, je lis de la bitlite pour les ennemis, les péripéties et le calme, on va dire, qu'il y a entre les deux. Et très honnêtement, je me faisais la réflexion en lisant le tome 2, mais même le calme ne me dérange pas. Parce que du coup, le fait de juste voir développer les relations entre les personnages, c'est hyper intéressant aussi. Donc c'est en ça que j'aime beaucoup ces sagas-là. Je garde toujours en tête que c'est une des premières en bitlite qui a été faite et qu'elle a très certainement inspiré beaucoup d'autres derrière. Mais je garde aussi en tête que j'adore vraiment cette saga et ça a beau être un tome introductif, je peux vous dire après avoir lu le tome 2 pendant plus d'une semaine qu'il faut avancer dans cette saga, c'est vraiment trop bien. On va enchaîner avec Fire Legacy de J.K. Grace. Alors moi je l'ai en édition absolument sublimissime. Alors bon, le jaspage en dessous est juste comme ça mais c'est déjà magnifique. Alors, ah oui, et il est illustré, pardon. Alors attendez, parce que les premières illustrations, elle est à moitié à wallpaper, voilà. Par exemple. Voilà. Il est illustré, donc c'est génial.
Alors, nous allons être dans un univers, je vais vous le montrer d'ailleurs. On est à Faisai, je sais plus. Faisai, je sais pas. Donc on est dans un monde qui a été marqué il y a très 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 longtemps par des guerres, on va dire, entre dragons et populations magiques. Et la dernière faille, la dernière de son espèce, s'est sacrifiée, en fait, pour permettre d'endormir les dragons et de conserver la paix sur le monde, en fait. Depuis cet événement, nous, on va débarquer des années après, on va débarquer avec un personnage, donc qui va se faire appeler Lila, tout simplement parce qu'elle se réveille, elle ne comprend pas qui elle est, elle ne comprend pas où elle est, elle ne comprend pas le monde, en fait, elle ne se souvient même pas d'avoir vécu, mais quand elle naît, elle a 20 ans, et voilà, c'est très bizarre, mais elle a la certitude d'avoir déjà vécu, mais elle ne se souvient absolument de rien. Elle va se rendre compte que dans le monde où elle est, elle a très certainement une place à jouer parce qu'elle ressemble énormément à un fae, sachant que les fae ont disparu quand la fameuse dernière fae s'est sacrifiée. Donc c'est impossible que ce soit une fae tout simplement. Et si c'est une fae, ça veut dire que c'est elle qui va réussir à rendormir les dragons parce que les dragons sont en train de se réveiller. Et pourquoi les dragons sont en train de se réveiller? Tout simplement parce qu'il y a une gentille madame absolument adorable qui s'appelle la Générale Noire, qui a décidé que c'était une superbe idée d'aller réveiller les dragons, tout simplement pour prendre le contrôle sur l'intégralité de Faisai. Et donc Lila va se rendre compte qu'elle a un rôle très important à jouer, et pour jouer ce rôle-là, ils vont devoir se rendre, je sais plus où d'ailleurs. Bref, ils doivent en gros partir en expédition pour réussir à rendormir les dragons avec Lila, donc ils vont être entourés d'elfes, de nains, de sirènes, je crois, enfin voilà. Ils vont faire une espèce de communauté de l'anneau, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est clairement un livre inspiré de Tolkien. Et il va se passer plein de rebondissements, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des plot twists qui m'ont retourné le cerveau. Je vous en parle juste après. Mais vraiment, il va y avoir des tonnes de rebondissements et on va en apprendre plus sur l'univers en même temps. Et Lila va en apprendre plus sur elle-même, sur l'univers, sur sa réelle mission. Et donc voilà, on va suivre en gros une expédition pour aller à ce fameux endroit pour rendormir les dragons et vaincre la Générale Noire qui est vraiment l'ennemi commune de l'intégralité de ce pays, on va dire. Déjà, il faut que je vous dise dès le début que c'est une lecture que j'ai mais surkiffée à un point phénoménal. Déjà, l'univers est dingue. Vraiment, l'univers est très très bien construit. Bah, je vous ai montré vraiment rien que la map déjà. Ensuite de ça, l'Autruche, tranquille. Alors attendez, je vous montre pas cette page parce que elle est à poil. Elle crée des prophéties. Littéralement. Elle crée littéralement des prophéties qui sortent de son fiaco, ça j'ai envie de vous dire, mais elle crée des prophéties aussi de la littérature pour son propre univers. Je crois qu'elle a créé une langue, il y a une autre langue que le français, hein, parce que c'est une autrice française. Et surtout, l'univers en général est d'une richesse, que ce soit dans l'histoire, avec cette histoire de Fae qui s'est sacrifié, les dragons, etc. Dans l'histoire actuelle, avec les enjeux politiques à l'intérieur, que ce soit dans les espèces, et les différents ressorts. Je parle beaucoup de politique, mais vous avez très bien compris, si vous me suivez depuis longtemps, que j'adore les fantaisies politiques. Mais les ressorts des différentes espèces entre elles, et comment est-ce que les sirènes font, comment les nains sont, c'est d'une richesse incroyable et c'est clairement inspiré Tolkien. Je suis désolée, moi j'ai l'impression de lire Le Seigneur des Anneaux et la Communauté de l'Anneau. Je dis pas que c'est pompé, attention, je dis que l'ambiance est exactement pareille et que c'est fait exprès en grande partie. C'est clairement dit un univers inspiré de Tolkien, je sais plus où c'est. On est clairement, en plus de ça, sur un univers qui reste limpide, c'est-à-dire que moi qui connais très mal Tolkien, surtout c'est un one-shot, donc c'est-à-dire que l'autrice doit nous avoir déroulé l'intégralité de son univers, on doit en avoir compris les ressorts, et surtout ça doit rester intelligible. Ça l'est, c'est limpide, c'est intelligible. Moi qui ne connais pas Tolkien, vraiment je me suis régalée, j'ai passé un super moment. Et je veux en apprendre plus en fait sur son univers. Je reste sur ma fin dans le sens où moi j'adore vraiment ce développement d'univers. La note de fin laisse sous-entendre une possibilité de spin-off. Je veux le spin-off de ce livre. Vraiment, il est beaucoup trop génial. Il me faut absolument un spin-off. Je veux en fait, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour l'univers, que ce soit pour l'intrigue, je veux un... Au-delà de ça, on va quand même parler des personnages parce que attention... J'ai adoré le personnage de Lila. Alors je mets des guillemets parce qu'en fait elle s'appelle pas vraiment Lila, on va le découvrir au fur et à mesure du roman. Lila c'est le nom que les gens qui vont la trouver vont lui donner parce que elle-même ne sait pas comment elle s'appelle en fait et il y a une bonne raison à ça. Je vous laisse lire le roman et je peux vous assurer que vous allez pas être déçus. Mais bref, Lila elle vient de se réveiller en fait de son histoire, là on sait même pas pourquoi, et en fait elle croit que le monde est profondément bon. Donc elle va croire au monde, en fait, c'est clairement ce qui se passe, elle croit au monde,
Et elle part du principe que le monde est bon et que donc il n'a que des bonnes choses à lui apporter. Du coup, elle croit profondément à la justice de ce monde, elle voit le bon en tout le monde, notamment en Roman. Roman, c'est l'exécuteur de son père qui est roi, c'est un elfe. Et Roman, comment dire qu'il a le cœur aussi noir que les écritures, parce que pour lui, à partir du moment où il a déjà tué, il a été amené à tuer de manière plus ou moins violente, c'est un exécuteur, il est là pour ça, eh bien il pense qu'il ne mérite pas l'amour, il pense que Lila, il ne mérite pas Lila, et en fait on va découvrir Roman à travers les yeux de Lila, donc il croit toujours en cette bonté du monde et qui veut profondément changer le monde. Et en fait on se rend compte que Roman il est juste profondément torturé, que Roman il grandit dans un système qui l'a dépassé, il a grandi pour être juste la fierté de son père, et c'est en tuant des gens qu'il est la fierté de son père. Et on se rend compte en fait des blessures profondes que ont les deux, parce que même Lila, quand on va découvrir son histoire, on se rend compte aussi qu'elle est blessée. Et leur romance est absolument trop mignonne. En plus, il y a des illustrations, donc comment vous dire ? Voilà, je tombe dessus. Magnifique. Il y a des illustrations, donc comment vous dire que c'est absolument exceptionnel, et ça apporte un vrai truc au roman d'avoir des illustrations. C'était vraiment génial. J'ai adoré leur relation et j'ai adoré le fait qu'elle explose au milieu du roman comme une espèce de soulagement. En fait, vous avez une espèce de pression entre les deux, une pression, et quand la relation éclate, c'est beau, c'est magnifique. Et leur relation est tellement belle et on comprend qu'ils vont se sauver l'un l'autre et c'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires, ils sont très bien développés et surtout on s'y attache beaucoup trop vite. La fin m'a laissé... Voilà. La fin a été juste horrible. Parce que vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment la communauté de l'anneau. On a cette found family, on a surtout le enemies to friends, c'est un nouveau truc. Ils étaient tous ennemis parce qu'ils ont été forcés de collaborer contre un ennemi commun. Et puis au final, en fait, ils sont devenus tous amis. Et il y a eu des trahisons, mais en fait, ça va. Et donc vraiment, la fin m'a fait vraiment très mal parce que on perd quelques personnages. Je vous dis pas qui, bien entendu. La fin m'a fait mal au cœur, mais parce que justement, on s'attache à Roman et Lila, on s'attache à leurs amis, on s'attache aux amis qui se sont faits au cours de leurs aventures. Et la fin est vraiment belle et dure. Vraiment, j'ai fermé ce livre, les larmes un petit peu qui montaient, parce que la fin est belle et la fin est dure surtout. Mais il y a peut-être un spin-off, donc sur un malentendu, ça va. L'intrigue, mesdames et messieurs. Alors, avant de vous parler du plot twist qui m'a retourné la gueule, on est vraiment sur un livre très politique. La naissance de Lila, comment vous dire que ça fait un écho, ça résonne dans tout l'univers parce que tout le monde convoite Lila et veut l'utiliser à ses propres fins. On est quand même sur... Je crois que c'est 17 000 ans plus tard. Ouais, voilà, 17 000 ans plus tard, une faille qui revient. C'est pour tout le monde l'assurance de s'assurer du pouvoir et de pouvoir dominer tous les autres. Sauf que Lila, elle comprend très bien qu'on essaye de se servir d'elle. Elle a beau être née depuis 2 mois, elle sait très bien qu'on veut se servir d'elle. Et en fait, le fait qu'on voit ces machinations par le prisme de Lila, c'est très intéressant parce que nous aussi, on est amené... Enfin, on se dit... Putain, il est con, quoi, tu vois. On est avec elle et on se dit, ouais, je suis d'accord, c'est louche ça. Ouais, ça aussi, mais en fait, lui, il veut t'utiliser, ça sent, machin. Du coup, c'est hyper intéressant parce que Lila est loin d'être naïve, c'est vraiment pas le genre d'héroïne que je déteste, vraiment très naïve. Même si là, je l'aurais pardonnée, très honnêtement. Elle vient de sortir d'un sommeil profond, elle ne sait même pas qui elle est. Elle aurait pu être naïve et au contraire, elle tape du poing sur la table, elle dit, moi, je veux pas être utilisée, moi, je veux faire la paix. D'accord? Donc, vous vous calmez. Au-delà de ça, le plot twist, mesdames et messieurs. Je vous jure, j'ai raconté à mon chéri qui ne lit pas et il me demande de temps en temps de lui raconter les plots des livres, mais voilà, jusque là, bon voilà. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est fou ce qui vient de se passer, c'est vraiment fou. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'on puisse en discuter, en fait, parce que je trouve ça fou ce qui s'est passé, d'accord? Le pire, c'est que ça remet tout en perspective. Vraiment, toutes les pages qu'on a lues avant, ça remet tout en perspective et surtout, il n'y a aucun indice. Mais quand je vous dis aucun indice, c'est qu'à aucun moment je me suis doutée. C'est au moment où j'ai lu, il y a une ligne. En fait, je suis patata patata. Et là, tu te dis, quoi ? Pourquoi ? Que s'était-il passé ? Par contre, j'ai adoré parce que vraiment, on est sur quelque chose de très féministe aussi. Très féministe, alors, il y a très cruel aussi, mais... Et puis, il y a un beau message... Bon, féministe, pourquoi ? Parce qu'en gros, c'est Lila qui va gérer plein de choses dans le monde, et quand on découvre sa vraie identité, on se rend compte aussi de plein de choses d'autres, donc c'est assez engagé, féministe, etc. Mais il y a aussi des très beaux messages.
La fin vraiment vous appelle vraiment à l'amour, à la compréhension, à la paix, plutôt qu'à la recherche du pouvoir. Vraiment, ça appelle vraiment à arrêter d'essayer de vous battre pour le pouvoir. En fait, ce qui compte vraiment, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est toutes les choses qui nous font du bien au cœur et pas du bien au porte-monnaie, à l'ego, etc. Et puis il y a aussi un message profond de s'accepter tel que l'on est et accepter les différentes facettes de soi, accepter qu'on puisse avoir, par exemple, qu'on puisse avoir plusieurs personnalités, plusieurs facettes, plus ou moins bonnes les unes pour les autres. Et surtout, il y a un profond message de pardon et de compréhension, c'était absolument génialissime. Et voilà, c'est un livre qui est extrêmement bien écrit parce que vraiment le fait qu'on ne puisse pas deviner le plot twist, je suis désolée mais moi ça m'a complètement retourné le cerveau. J'ai juste surkiffé. Je vous le recommande vraiment très chaudement. Bref, j'espère que ce point lecture vous aura plu. Nous, on se retrouve dans la semaine et dimanche prochain pour un nouveau point lecture et la pile à lire. Et d'ici là, moi je vous souhaite de très bonnes vacances, très bon travail, très bons cours, très bons examens, très bons résultats d'examen. Surtout de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!